Bienvenue à toi dans l'émission Micro-Canap. Alors l'émission d'aujourd'hui est la suite de celle de la semaine dernière, donc si tu ne l'as pas regardée, je t'invite à le faire. Et si tu l'as déjà fait, eh bien écoute, je te laisse regarder mon interview de Fabien Marchadier, professeur de droit à l'Université de Poitiers. Bon visionnage à toi et je te retrouve tout à l'heure. Hey! Micro-Canap! En France, le principe de la laïcité, il est en pratique, laissé à l'appréciation des tribunaux. Selon mon analyse, il y a des disparités en fonction des territoires parce que chaque tribunal ne va pas sanctionner de la même manière ou ne va pas sanctionner tout court, en fait. Pourquoi ne pas plus dessiner le principe laïque français pour éviter en fait ces différences sur le territoire ? Alors, il faudrait savoir de quelle différence on parle, précisément. Mais je ne veux pas cibler, plutôt d'une manière générale. D'une manière générale, bon, que ce soit la laïcité ou pas la laïcité, enfin, le fait qu'il y ait plusieurs tribunaux qui appliquent les mêmes textes, potentiellement, ça peut conduire à des appréciations divergentes. C'est pour ça qu'au-dessus des tribunaux, il y a les cours d'appel, et qu'au-delà des cours d'appel, il y a une juridiction unique. Du côté administratif, c'est le Conseil d'État, du côté judiciaire, c'est la Cour de cassation, et ce sont ces juridictions-là qui vont assurer l'uniformité d'application de la loi et qui vont canaliser l'interprétation qui peut être faite de tel ou tel concept. Voilà, mais c'est comme la notion d'ordre public, si vous voulez. L'ordre public, c'est quoi ? Oui, c'est ce qui risque d'apporter un trouble à la société. Mais voilà, mais des tribunaux, localement, peuvent avoir des appréciations très divergentes de ce qui porte atteinte ou ne porte pas atteinte à l'ordre public. Donc le Conseil d'État est censé... Et donc le Conseil d'État, lui, permettra éventuellement de réformer les décisions qui vont trop loin ou pas assez loin dans ce qu'est l'ordre public. Est-ce qu'on peut interdire une manifestation, par exemple, au nom de l'ordre public ? Voilà, ce qui sera décidé à Paris, est-ce que ça sera la même chose à Marseille ? Le Conseil d'État donnera la ligne directrice et indiquera que, a priori, dans un régime démocratique, on n'est pas dans un régime préventif, on n'interdit pas par avance, mais répressif. On attend que c'est le principe même de la liberté. Vous me voyez venir avec ma question ? Peut-être. En ce moment, avec le conflit israélo-palestinien qui a redébuté le 7 octobre 2023, en France, on a vu des manifestations pro-Palestine qui ont été interdites sur le territoire. Est-ce là une atteinte à la laïcité ? Alors, pas une atteinte à la laïcité. Là aussi, on voudrait faire de ce conflit un conflit religieux, mais... C'est un conflit politique. Oui, c'est un conflit politique. Là aussi, c'est une simplification à outrance. Je ne suis pas sûr que tous les Palestiniens soient croyants, et deux, il y a des chrétiens en Palestine. Hein. Bon, donc c'est pas juste un conflit religieux. Et puis après, oui, sur le principe, c'est pas décent. Il faut attendre, il faut ceci. Enfin, attendre quoi ? Enfin, je veux dire, il y a une liberté de manifestation. Après, effectivement, si la manifestation dégénère. Si on peut redouter que la manifestation dégénère, après c'est aux hommes politiques de prendre leurs responsabilités et de savoir s'ils s'associent ou s'ils ne s'associent pas. Je peux juste revenir sur ce côté trouble à l'ordre public lorsqu'on interdit une manifestation par rapport aux manifestations pro-Palestine, etc. Il n'y aurait pas là un amalgame justement entre religion, ethnie ? Oui. Organisation terroriste ? Oui, il y a un amalgame, oui, enfin c'est même troublant. Si on regarde que les faits, que les textes, encore une fois, par rapport au principe de laïcité, je parle, rien ne conduisait, en fait, l'État, les préfectures, etc., à interdire ces manifestations-là. Non, a priori, non. Je dis bien en regardant que les textes et en parlant que du principe de la laïcité. Je reprécise parce que c'est important de... Oui. Je ne suis pas spécialiste du droit administratif, mais enfin, quand même, il me semble qu'il y a... je me demande quand même s'il n'y a pas une marge de manœuvre pour pouvoir intervenir en amont. D'accord. Je ne saurais pas dire précisément à quelles conditions. Alors j'y pense parce que récemment, Dieudonné a encore fait l'objet d'interdiction de ces spectacles, interdictions qui ont été motivées par le risque de trouble à l'ordre public.
Parce que par le passé, il y a eu des Oui, problèmes. par le passé, mais c'est pas parce que par le passé il y a eu un problème qu'il y en aura toujours. Oui. Voilà, c'est toujours un peu le problème. Voilà. C'était ma question par rapport aux manifestations. Oui. Des manifestations, on peut toujours redouter d'entendre des choses dans des manifestations, toujours. Mais la liberté, c'est la liberté de manifester. Comme on peut redouter de ce qu'on peut entendre dans un prêche, dans une église, une mosquée ou une synagogue. Pour autant, on ne va pas interdire préventivement les offices religieux parce qu'on a peur d'entendre. Je vais préciser quelques chiffres avant de vous poser ma question. Selon une étude réalisée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, donc cette étude a été publiée en mars 2023. En 2019-2020, 29% de la population française se déclare catholique, ce qui place le catholicisme comme la première religion en France. Et l'islam confirme sa place de deuxième religion en France avec 10% de fidèles. Le nombre de personnes déclarant une autre religion chrétienne augmente aussi pour atteindre 9%. Il y a donc plus de pratiquants de la religion catholique que de l'islam. C'est là qu'arrive ma question. Pouvons-nous vraiment parler de neutralité de l'État lorsqu'il s'immisce dans des débats publics tels que le port de l'abaya, le port du burkini ? A priori, l'État ne doit pas faire de religion. Donc, c'est pas à l'État déjà d'attribuer des significations religieuses à des habits. Oui, parce que d'ailleurs, à la base, ces habits-là, à la toute base, leur utilité, elle n'est pas religieuse. À la toute base, ces dernières années, ça a été un peu transformé. Moi, je sais pas. Oui, c'est peut-être identitaire, culturel. Bon, oui, effectivement, là, on peut discuter, on peut s'interroger des usages qui sont faits de la laïcité qui ne correspondent pas tout à fait à cette idée que la laïcité s'applique avant tout à l'État et qui doit être impartiale. Donc, de ce point de vue-là, c'est vrai que pourquoi interdire le voile, pourquoi interdire un vêtement Là, on serait plutôt sur une laïcité qui cherche à émanciper les individus du phénomène religieux et au moins de leur réserver un espace dans lequel la religion n'a pas cours, en fait, et la religion est tenue pour indifférente. Parce que si on parle de l'école, il faut se souvenir aussi qu'en 1905, mais ça revient aujourd'hui, il y a une autre manifestation de la réaction à la séparation de l'Église et de l'État et de la sécularisation de l'enseignement, ça a été la querelle des manuels scolaires. La querelle des manuels scolaires, c'est début du XXe. Il y a eu une querelle justement quand les programmes ont été sécularisés et laïcisés. Quand l'enseignement religieux a été écarté de l'école et que, je crois que c'est Ferry qui avait dit, mais maintenant que vous avez enlevé la religion, il va bien falloir combler le vide. Avec cette idée, mais qu'est-ce qui va guider l'ivrogne ouvrier sinon la morale, mais quelle morale s'il n'a plus de religion? Il aura la morale de l'État, voilà, une morale laïque. Et c'est comme ça aussi que les cours de morale ont été organisés dans cette école, dans l'école de Ferry. Mais aujourd'hui, ça revient avec, pourquoi est-ce qu'on m'apprendrait la théorie du darwinisme ? C'est un fait, le darwinisme. C'est pas c'est une théorie scientifique, mais théorie, ça veut pas dire hypothèse. C'est démontré, c'est prouvé, c'est factuel. Donc c'est pas une opinion. Le créationnisme, ça c'est une opinion. Vous parliez de l'école. Il y a un cours sur le concept de la laïcité en France qui est évoqué brièvement en 6e via cette charte, la charte de la laïcité à l'école. Alors je cite juste quelques passages. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. Oui. Est-ce que cela vous semble suffisant d'évoquer cette charte et est-ce qu'on insiste assez sur l'éducation à la laïcité en France ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on en fait assez, mais cette charte de la laïcité peut être rappelée aussi des éléments qui paraissent tellement naturels qu'on oublie
en fait, qu'ils sont fragiles et qu'ils ont été acquis et conquis de haute lutte. C'est un principe de liberté. En fait, ça protège tout le monde, cette laïcité. Parce que supprimer la laïcité, faudrait savoir vers quel système on va. Enfin, s'il n'y a pas de laïcité, c'est quoi? C'est une religion d'État, c'est des cultes reconnus, c'est-à-dire que les autres sont illégaux. Enfin, ce qui est quand même une sérieuse limitation à la liberté d'opinion ou à la liberté de conscience. Mais là, vous voyez, on est vraiment sur cette idée, où on insiste, c'est pas simplement la neutralité de l'État, c'est aussi offrir aux citoyens les conditions pour exercer son libre arbitre et pour être réceptif justement à cet enseignement commun et à cet enseignement qui tend à affranchir l'individu de certaines superstitions, de croyances, ce qu'on appellerait des superstitions. Aussi laisser le choix. Et laisser le choix, laisser la possibilité de discuter, de découvrir, éventuellement de changer de croyance, parce que alors là, par contre, c'est vraiment aussi un heurt entre l'État laïque et les libertés et les religions. La question du droit de changer de religion, c'est une liberté fondamentale. C'est une liberté qui n'est pas toujours très bien acceptée par les religions elles-mêmes. Celui qui quitte une religion, c'est un apostat, et qui suit à peu près le même sort que le blasphémateur. Pour revenir sur les cours à l'école, ouais. Alors je crois, je ne suis pas sûre, en tout cas moi, ma génération, on a eu des cours d'éducation civique. Ouais. Je crois que c'était une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Où l'on évoquait un petit peu le principe de laïcité, mais c'est vrai qu'on oublie vite. Si je peux... en tout cas, sinon on n'en serait pas là aujourd'hui, on ne se poserait pas toutes ces questions. Est-ce que, à votre connaissance, il y a d'autres apprentissages qui sont proposés au lycée, au collège Enfin si, au collège, il y a de l'enseignement, de la charte de la laïcité. Il y a des cours, je ne sais plus si ça s'appelle exactement comme ça, mais éducation morale et civique, les cours de MC. Après, au lycée, je ne suis plus très sûr. Au lycée, il reste l'enseignement de l'histoire, de la géographie, des avec sciences. Un peu d'histoire des religions aussi, finalement. Je crois qu'ils ont pas mal inséré le côté géopolitique maintenant. Oui, c'est pas. Oui. En fait, de toute façon, l'histoire de l'humanité est faite aussi de l'histoire des religions, donc c'est une histoire qu'il faut connaître. L'emprise de l'Église catholique, de la chrétienté sur l'Europe, on ne peut pas en faire l'économie. Le destin qu'a connu la chrétienté par rapport à l'Empire romain, c'est une histoire extraordinaire qu'il faut évidemment connaître. Est-ce qu'il faut rouvrir les discussions d'éducation à la laïcité à l'école ? À l'école, j'entends collège et lycée aussi. Il y a un dosage. Il ne faut pas que l'État non plus apparaisse trop paternaliste et trop intrusif dans la façon de penser, parce que là aussi, ça se heurte à d'autres libertés. Alors, la liberté religieuse, qui appartient aussi aux enfants, aux mineurs. Et puis le droit des parents d'éduquer leurs enfants selon leurs propres convictions et leurs propres croyances. D'ailleurs, à l'école, il existe un peu un paradoxe entre la liberté d'expression, la liberté individuelle et l'interdiction de porter un signe religieux, comme on l'évoquait plutôt avec la loi de 2004. Est-ce que cela ne déstabiliserait pas un petit peu les enfants et les jeunes, justement, entre là, chez moi, je peux porter la kippa, le voile, bref, mes signes religieux, je peux vraiment exercer mes croyances, et puis hop, à l'école, par contre, il faut que je supprime tout. Ça peut être un peu... Oui. Ça peut déstabiliser, non ? Peut-être. Ou dire qu'il y a des lieux, en fait, et des temps pour exprimer ce type de conviction, parce que là, vous parlez de convictions religieuses, mais encore une fois, les convictions politiques, ce serait la même chose. Bien sûr, il y a toujours cette idée de... c'est impossible de toute façon de supprimer totalement la liberté d'expression par des signes plus discrets, mais un collier, plus indirect. Oui, un vêtement, des couleurs, des motifs, des messages sur les trousses, les cartables, les ordinateurs, les tablettes, les téléphones,
L'école sera jamais un lieu totalement aseptisé. Mais ces limitations, elles ne concernent pas que la religion. C'est un des aspects de la laïcité qui fait que les convictions religieuses ne peuvent pas s'exprimer totalement dans l'enceinte scolaire. Alors totalement, enfin bon, il y a quand même des aumôneries et pour les internes au sein des établissements publics. Hein. Ça aussi, on pourrait le discuter du point de vue de la laïcité, de la neutralité et du sanctuaire que doit représenter l'école. C'est un petit peu bizarre. Donc dans les prisons aussi, voilà, où il y a des services d'aumônerie. Voilà, là aussi, c'est un mélange des genres qui peut paraître un peu curieux. Mais bon, dans l'école, effectivement, si on part du principe que l'école est là pour former des citoyens libres de faire leur propre choix et qui doivent tendre vers une autonomie et une autodétermination, cette autonomie et cette autodétermination, elle doit se faire justement dans un contexte neutre, sans risquer justement des pressions, d'être obligé, ou alors je ne sais pas si c'est une obligation, mais peut-être que certains le ressentent comme ça. Comme un poids. Comme un poids. Et puis ceux qui ne le portent pas ou qui auraient fait un choix différent pourraient aussi ressentir le poids de ne pas se conformer à une règle qui s'appliquerait justement en dehors de l'école. Hein. Voilà, on dit dans l'école, en fait, il n'y a pas de... ces règles ne s'appliquent pas. Voilà, ces règles religieuses ne s'appliquent pas. Qu'un enfant décide de rompre avec sa religion, enfin en tout cas la religion de sa famille, ou à l'inverse, qu'il souhaite s'investir dans cette religion-là et qu'à l'école, il ne puisse pas. Quelles atteintes psychologiques et relationnelles avec la famille à ce moment-là ? Tout dépend des parents. Il y en a qui peuvent être très tolérants, ouverts et se dire que c'est le chemin qui a été choisi par l'enfant et qu'il faut l'accompagner pour son épanouissement. Puis d'autres qui ne vont pas le supporter parce qu'on va être mal vu, parce que c'est un apostat, parce que c'est un blasphème. Et à l'université, là, cette fois-ci, on est plus libre. En France, en tout cas. En Turquie, par exemple, non. L'interdiction du port du voile s'étend à l'université également, pas simplement à l'école primaire, secondaire. En France, oui, parce qu'on considère que les années de formation sont passées, que l'adolescent est devenu un jeune adulte et qu'il est capable de faire ses choix, d'assumer ses choix, et on présuppose qu'il a une maturité désormais suffisante pour résister aux pressions parentales, sociales qu'il pourrait subir. Donc on peut le comprendre. En revanche, les enseignants, les universitaires n'ont pas affiché leurs convictions religieuses. Alors que de la même façon, on pourrait dire, si c'est une question de ne pas influencer les enfants, à l'université, maintenant qu'ils sont grands, peut-être que les universitaires, eux, pourraient afficher leurs convictions religieuses, mais ce qui n'est pas le cas, parce que derrière, c'est pas simplement une façon d'afficher ses convictions religieuses, c'est une question simplement d'affichage. Parce que bien sûr, hein, dans son fort intérieur, on peut penser... de toute façon, personne ne pourra aller voir ce que pense réellement une personne. Et parfois, on entend ce discours, on se dit, mais finalement, que la personne porte, mettons, une kippa ou un voile, par exemple, si c'est un enseignant ou même un juge, je ne peux pas présumer que cette personne va forcément me défavoriser parce que je ne partage pas sa religion. Et que si on lui enlève ses attributs, rien ne l'empêchera de toute façon d'avoir ce comportement de faveur ou de discrimination. Oui, mais moi ce que je vois, c'est que si je suis en litige avec ou si je ne partage pas la confession de mon enseignant et que j'ai une mauvaise note, perte de confiance. Il y a une perte de confiance parce que j'aurai toujours un doute. J'aurai toujours un doute parce que cette personne affiche clairement et ostensiblement une certaine façon de penser, une certaine façon de croire. Et quelqu'un qui se détache justement de ses convictions, c'est aussi le sens de revêtir, on ne le fait plus à l'université, de revêtir la toge, par exemple, c'est habiter une fonction. Voilà, et mettre à distance justement ses convictions personnelles. L'avocat, alors il y a tout un débat en ce moment sur les avocates qui veulent porter le hijab, mais voilà, l'avocat il arrive avec juste sa robe, il est investi de la fonction. Le magistrat, il a sa robe, il est investi de la fonction.
toute façon, ils sont fonctionnaires, donc logiquement, on applique le principe de la laïcité. Oui, on applique. Donc oui, voilà, c'est ça. porte aucun signe. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, dans d'autres États, ça poserait pas de difficulté. Je voulais juste préciser, peut-être que ça va nous permettre de rebondir sur certaines choses que nous avons dit précédemment. Toujours selon la même étude de l'INSEE qui a été publiée en mars 2023, en 2019-2020, 51% de la population de 18 à 59 ans en France métropolitaine déclare ne pas avoir de religion. Et ce chiffre augmente depuis 10 ans. Donc ça voudrait dire qu'il y a de plus en plus de personnes athées. Comment l'expliquer ? Est-ce que c'est que la France incite à se laïciser ou est-ce que tout simplement il y a une autre chose ? Je sais pas, là encore, j'ai mon opinion sur la question, mais qui est patient, enfin, c'est qu'il y a toujours autant les mêmes débats concernant les principes. Enfin, il y a beaucoup de débats autour des religions, mais pour autant, on est de plus en plus à être athée en France. C'est surtout cette. Oui, mais on pourrait le voir comme un drame. J'ai vu sur certains plateaux de télé des émissions sur des chaînes d'information parler des démons qui existent et qui sèment la terreur dans le monde parce qu'il y a de moins en moins de personnes baptisées. Voilà, donc on peut en faire un drame ou on peut se dire que non, voir ça comme une évolution positive vers plus d'émancipation, plus de liberté, plus de tolérance. J'ai demandé à des auditeurs de poser des questions sur Instagram et sur YouTube. Alors, je vais juste la chercher. Pourquoi est-il important de l'imposer à l'école, cette laïcité ? Est-ce un concept à géométrie variable ? Bon, personnellement, ça me semble important. Et historiquement, c'est assez cohérent, en fait, d'imposer la laïcité telle qu'on a pu l'évoquer, c'est-à-dire une laïcité qui ne s'impose pas simplement aux représentants de l'État, qui affiche une impartialité, mais également aux élèves. De ce point de vue-là, ça ferait une laïcité à géométrie variable, dans la mesure où on l'imposerait non seulement aux représentants de l'État, mais également, en l'occurrence, aux usagers du service public. Mais bon, je pense que quand on pose la question de la géométrie variable, c'est pas du tout ce à quoi la personne pensait. Je pense que c'est surtout la laïcité est dirigée contre une religion et pas contre une autre. C'est faux, en fait. La laïcité, elle est dirigée de la même façon contre toutes les religions et contre simplement les limites qui sont posées à l'heure actuelle. C'est une religion plus particulièrement qui s'approche de ces limites et qui provoque des réactions. Il y a un siècle, c'était une autre religion. Et véritablement, la loi de 1905, c'est pas cette grande loi de concorde civile. La loi de 1905, elle a été honnie par les républicains considérant qu'elle n'allait pas assez loin. Elle a été honnie par les catholiques qui considéraient qu'elle était trop intrusive. Donc, l'idée que la laïcité entrave l'exercice de la liberté religieuse, c'est pas une idée nouvelle. Tout dépend de... l'analyse que je pourrais en faire, c'est que tout dépend de la volonté d'expansionnisme et la volonté d'hégémonie que peut avoir une religion. Enfin, même si une religion n'a pas de volonté en elle-même, mais je veux dire des pratiquants d'une religion qui veulent l'imposer dans tous les compartiments de la société. J'ai une autre question aussi, c'est respectons-nous vraiment les principes de la laïcité ? Alors, on en revient au même. Qu'est-ce qu'on entend par... quels sont les principes de la laïcité ? Quel est le contenu de la laïcité ? Est-ce que l'État respecte vraiment les principes de la laïcité ? Ceux qu'il s'est donnés, je crois que non. Là, on peut parler forcément, bien évidemment, des écoles privées financées. Le financement des écoles privées, la présence des aumôneries, les subventions indirectes au culte, indirectes, la fiscalité avantageuse dont bénéficient les associations religieuses,
Alors là, je suis plus très sûr. Je me demande si le régime n'a pas évolué, justement. C'était un peu flou, moi, dans mes recherches, j'ai pas réussi à trouver la réponse. Et puis, parce qu'en fait, se déclarer association ou congrégation religieuse ou association religieuse, en fait, ça s'accompagne d'un contrôle aussi de l'État. Oui. Donc, il y a des avantages et il y a un contrôle. Je crois que c'est aussi pour ça que l'islam n'a jamais voulu se structurer sous cet angle des associations cultuelles. Voilà, c'est ça, les associations cultuelles, parce que ça permet d'avoir un certain nombre d'avantages. Je crois que ça permet d'avoir des fiscalisations, des avantages fiscaux aussi pour les dons qui seraient faits par les croyants, mais la contrepartie, c'est un droit de regard de l'État sur ces types d'associations. Donc oui, non, il y a des contrôles sur les financements. Donc est-ce qu'on respecte vraiment les principes de la laïcité quand on parle de l'État? C'est donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, pas vraiment. Pour l'essentiel. Pour l'essentiel. On va dire pour l'essentiel. Oui, il faut nuancer, c'est pour ça que je dis pas vraiment, ça dépend des... Voilà, pour l'essentiel quand même, il y a quand même un certain nombre de lignes qui sont suivies avec des écarts ici ou là. Mais bon, pour l'essentiel quand même, il n'y a pas d'hypocrisie franche dans le fait d'afficher une laïcité et en fait d'avoir une législation, une organisation sociale, juridique, qui serait totalement à l'opposé. Non, il y a des écarts ici et là, mais qui sont aussi les fruits de tensions sociales, d'évolution aussi, et qui cherchent justement à faire vivre tout le monde. Pour finir, est-ce que la laïcité, ce serait pas le meilleur moyen de garantir une démocratie et un échange en fait entre les citoyens? C'est une des conditions. Mais encore une fois, il y a des démocraties qui ne sont pas laïques. Il y a des démocraties avec des religions d'État. Il y a des démocraties où le chef de l'État est également le chef religieux. Donc c'est un élément, mais c'est pas le seul. Disons que c'est aussi une éducation à la liberté, au dialogue et admettre en fait que sa croyance, mais ça c'est le plus difficile, que sa croyance n'est qu'une croyance parmi d'autres. Donc notre régime laïque à nous permet à notre démocratie de faire vivre les débats et les discussions. Oui, mais encore une fois aussi, ça rebondit. En fait, voilà, parce que tout à l'heure, je parlais de démocratie apaisée, mais en fait, non. La liberté d'expression, c'est pas fait pour être... et la démocratie, le but, c'est pas que tout le monde soit d'accord et se sourie et que tout le monde soit les meilleurs amis du monde. Non, c'est de permettre à des gens qui peuvent avoir des idées très différentes, néanmoins, de vivre ensemble, d'échanger ensemble, de travailler ensemble. Mais de se dire qu'effectivement, on ne partagera pas plus l'interdiction du voile dans l'espace public. La laïcité ne peut pas justifier cette règle. Le vivre ensemble, pourquoi pas? Mais effectivement, la laïcité... c'est vrai que c'est peut-être une question qu'on n'a pas abordée, mais c'est vrai que la laïcité, en fait, aujourd'hui, est devenue une sorte de mantra qui va être invoqué à tort et à travers. Où on va dire, les accompagnants scolaires, donc ce sont des collaborateurs occasionnels du service public, donc il faut aussi qu'ils affichent une neutralité. Mais c'est pas une question de laïcité. Alors on invoque la laïcité, mais tout à fait à contre-emploi. Oui, disons qu'il y a la laïcité qui donne une ligne assez claire d'impartialité de l'État, qui peut tendre vers un projet politique d'émancipation. Voilà, c'est aussi pour ça que le terme laïcité est aussi porteur d'une idéologie d'un projet politique d'émancipation de l'individu, qui donc peut aboutir à porter atteinte à la liberté religieuse, mais ne peut pas tout justifier. Et les justifications ou ce qui s'éloigne trop de la laïcité, en fait, devrait être repensé à la lumière d'autres choses. Voilà. C'est pas le socle unique de la vie en société. Très bien, je vous remercie beaucoup, Fabien. Merci Chloé. Merci à toi de nous avoir écoutés aujourd'hui. Pour rappel, le podcast est disponible en version vidéo sur YouTube, mais aussi en version audio sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer et d'autres plateformes de streaming. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube et à suivre Microcanap sur Instagram et TikTok. Et puisque l'émission sort tous les jeudis, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Microcanap!